par où commencer dans les crypto-monnaies, comment investir, comment trouver des pépites qui vont faire x10, x100, x1000. Si c'est des questions que tu te poses, regarde bien cette vidéo en entier. On va parler de crypto-monnaie, on va parler de Bitcoin, on va parler de à quoi ça sert, on va parler de comment faire des gros gains, comment trouver des petites pépites, comment faire potentiellement des x1000. Est-ce que les NFT sont un bon truc ou pas? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo exceptionnelle. Salut, c'est Amin Lams, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on parle de liberté financière, d'indépendance personnelle et de kiff et de comment transformer ta vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tu ne peux pas passer à côté ces derniers mois, ces dernières semaines et d'ailleurs même ces dernières années, qui sont les crypto-monnaies. C'est une vidéo exceptionnelle parce que ce n'est pas du tout un sujet dont je parle d'habitude. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu veux que je fasse plus de vidéos sur ces sujets-là. Le but, c'est vraiment de simplifier, ok? De simplifier les concepts. Désolé si je n'utilise pas les bons termes techniques, si les puristes de la blockchain m'en veulent. Parfois, je vais faire des approximations ou des raccourcis terribles, mais le but, c'est de simplifier pour les personnes qui aujourd'hui n'ont pas, comment dire, ne savent pas par où commencer, ne savent pas où démarrer. Si aujourd'hui, tu n'as jamais entendu de crypto-monnaie, si tu n'as jamais entendu parler de crypto-monnaie, que tu t'es jamais renseigné, tu ne sais pas ce que c'est une blockchain, par exemple, c'est pas forcément pour toi qui est cette vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour ceux qui ont peut-être démarré il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être en 2017 ou peut-être maintenant, et qui ont acheté quelques crypto-monnaies, mais qui voient des gens faire des gains incroyables et qui se disent, est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques? Est-ce que moi j'ai envie de sortir un peu des cryptos classiques de type Bitcoin, Ethereum, j'ai envie d'aller un peu plus loin? Si c'est pour toi, voici tout ce que je vais te donner dans cette vidéo. Il y aura des termes techniques. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, pose ta question en commentaire. Pour te donner les coulisses, je viens de tourner la vidéo, elle a fait 1h30. Et en fait, il y avait un problème de son, donc là, je la refais. Je vais essayer d'être plus court. Bon, je viens de finir d'enregistrer la deuxième version de la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait encore ce problème de son. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis désolé, mais on a essayé de corriger ça au montage. Regarde bien la vidéo en entier, tu vas prendre énormément de trucs. Et franchement, le son, ça passe. Mais il y aura forcément des trucs que tu ne vas pas comprendre, donc la vidéo va être longue. Mais si tu ne comprends pas, mets ça en commentaire. Tous les termes que tu ne comprends pas, je vais essayer de les expliquer, de la manière la plus simple possible. Voilà, parfois, il y a des choses qui sont simples pour moi, mais qui ne sont pas forcément simples pour tout le monde. Aussi, je voulais vraiment te faire un avertissement. Cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Je vais te dire comment moi je fais, ce que j'ai fait, t'expliquer, te montrer des exemples. C'est plus une vidéo pédagogique, c'est plus une vidéo éducative, c'est plus une vidéo même de divertissement, et c'est absolument pas des conseils en investissement. Chacun est responsable de son argent. Ce que tu ne dois pas retenir de cette vidéo, c'est de se dire « je vais gagner beaucoup d'argent et c'est facile ». Je te l'ai déjà dit, le risque et le rendement sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des fois 100 sans prendre des risques. Donc ça ne sert à rien de voir que les gros gains. Comprends aussi que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Je vais t'expliquer comment éviter de tout perdre et comment tu vas pouvoir aller sur des choses où il y a moins de risques. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant dans cette vidéo. Cette vidéo, elle va s'articuler autour d'une grande pyramide, que moi je vais appeler la pyramide des cryptos. Et la pyramide des cryptos, il va y avoir pas mal d'éléments dessus. D'ailleurs, je ne vais pas faire le bas parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Mais il va y avoir pas mal d'éléments dessus. Et il y a plusieurs trucs que tu dois comprendre. La pyramide des cryptos, plus tu vas descendre, dans cette pyramide, et je vais le faire en rouge, plus tu vas descendre, plus tu vas augmenter ton risque. Mais plus tu vas descendre aussi, plus potentiellement tu vas avoir des gains potentiels. Ce n'est pas des gains assurés, c'est des gains potentiels. Et tu vas le comprendre dans la vidéo, pourquoi un truc qui est ici peut forcément faire plus. Peut forcément, et peut parfois d'ailleurs faire beaucoup plus que quelque chose qui est en haut de la pyramide. Ce que tu dois comprendre aussi, et ce que moi je te recommande, et ce dont on va parler, on va pas forcément parler dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il faut avoir une bonne allocation. Et la majeure partie de ton oseille doit être ici. Et plus tu vas ici, plus tu vas dans le casino.
Et donc, pour moi, tu dois allouer ton capital sur le haut de la pyramide au maximum. Et si tu fais des gains dans le bas de la pyramide, tu peux le faire remonter. OK? Maintenant que ça est dit, le haut de la pyramide, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est les valeurs sûres, et encore une fois, je vais dire sûres entre guillemets, parce que rien n'est sûr dans la vie, tu vois, à part la mort. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, pour moi, je vais en mettre deux qui sont le top du top, qui sont Bitcoin, Ethereum. OK? Bitcoin et Ethereum, ce sont les deux plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui et de très très loin. OK? À eux seuls, à eux deux, représentent quasiment 70-75% du marché de toutes les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie. C'est toujours l'offre et la demande. Donc plus les gens en veulent, plus le prix augmente. Et pourquoi les gens voudraient d'une crypto-monnaie? Allez, tu as trois trucs. Le Bitcoin, c'est, on va dire, une valeur refuge. C'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément une très grosse utilité parce que les frais sont chers, parce que les transactions prennent du temps, etc. Mais c'est plutôt une valeur refuge parce que c'était le premier, parce que c'est la référence et parce que c'est un peu, on appelle ça l'or digital. Ok? Mais si tu enlèves le Bitcoin de l'équation, pourquoi les gens veulent de quelque chose et pourquoi la demande va augmenter? C'est soit parce qu'il y a une utilité, ok? Soit parce qu'il y a de la hype, ok? La hype, de la mode, de la tendance, que c'est à la mode, etc. Et parfois, les deux sont combinés, ok? Et aujourd'hui, en termes d'utilité, Ethereum fait partie des cryptos les plus utilisés, et beaucoup des cryptos que tu utilises ou dont tu entends parler, en fait, sont des sous-cryptos d'Ethereum, et utilisent eux-mêmes Ethereum, utilisent eux-mêmes le réseau Ethereum. Alors, voici une autre définition. On va souvent parler de blockchain. Ok? La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un registre sur lequel les transactions sont enregistrées. Ok? Ce registre, il est public, il est infalsifiable, il est inviolable. Et en fait, souvent les gens disent la blockchain, mais la réalité, c'est qu'il existe plusieurs blockchains. Ok? Tu as la blockchain du Bitcoin, tu as la blockchain d'Ethereum, ok? Et tu en as d'autres. Tu en as d'autres. Tu as par exemple la blockchain de Solana, dont tu as peut-être entendu parler, la blockchain de Avax, Avalanche, et celle de Binance, qui est la BSC. Binance, on va en parler dans quelques instants. Et du coup, plus il y a des gens qui vont utiliser la blockchain Ethereum, plus l'Ethereum va monter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc pour moi, si tu ne sais pas par où commencer, j'ai envie de te dire, commence par les valeurs sûres. C'est comme si tu veux aujourd'hui commencer dans le marché traditionnel. Je ne vais pas te dire, tiens, on va faire des options binaires, du forex, et pars sur des trucs avec du levier, va shorter des trucs, etc. Je vais te dire, prends soit un index sur l'économie mondiale, soit prends des grosses actions de type Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, etc. Mais commence par des trucs solides. Ok? Et donc, le Bitcoin et l'Ethereum, pour moi, font partie de ces trucs-là par lesquels il faut commencer quand on en a marre. Pourquoi? Parce que plus tu vas descendre dans cette pyramide, plus il va y avoir du risque. Le risque, il est engendré par ce qu'on appelle on va laisser en noir comme ça, hop, la volatilité. Ok? Encore un autre terme, volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? La volatilité, c'est le pourcentage de variation d'un actif au cours du temps. C'est-à-dire, quand tu prends le CAC 40, par exemple, la courbe du CAC 40, elle va ressembler à ça. Okay, quand il y a une crise, ça fait ça, tac, après ça repart. Okay, ça veut dire que sur le CAC 40, quand tu fais une journée à plus 2%, ils te disent c'est un truc historique, et quand tu fais une journée à moins 3%, c'est un crack. Okay, et quand entre là et là, tu as 15%, c'est des crises qui sont quand même majeures, enfin majeures qui sont importantes. Okay, les cryptos, la courbe, globalement, elle va ressembler plus à ça. Alors, globalement, ça monte, mais parfois sur une journée, tu peux manger des moins 20%, tu peux manger des plus 15%, et plus tu vas descendre ici, plus tu vas te retrouver avec une volatilité énorme. Plus tu vas descendre dans la pyramide, plus tu vas te retrouver avec une volatilité énorme, et
c'est dans le bas de la pyramide, où tu peux avoir des journées à x3, x5, x10, mais aussi des journées dans l'autre sens, à moins 80, moins 90%. Et je te montrerai des exemples aussi de ce que moi, ce qui m'est arrivé, comment j'ai fait x300, mais comment aussi j'ai fait moins 99%. OK? Sur quelque chose d'autre. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux savoir les projets sur lesquels moi j'ai investi et si tu veux que je te dise à chaque fois quand moi je rentre sur un projet ou quand je découvre un projet qui peut être intéressant, est-ce que tu voudrais que je t'en fasse des vidéos sur les cryptos ou est-ce que tu veux juste une vidéo généraliste comme celle-ci et après on rentre pas trop dans les détails. Donc maintenant que ça est dit, pour moi, il y a le top Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment le top, le top crypto. Ok. Ensuite, tu vas aller vers, je ne veux pas dire des valeurs sûres, tu vois, mais on va dire le top 10. Le top 10, c'est des cryptos qui ont fait leurs preuves, c'est des projets qui sont sérieux et c'est des projets qui, normalement, seront là dans plusieurs années. Ok. Je te dis normalement, on ne peut pas savoir. Et comment tu fais pour trouver le top? Tu vas aller sur un site qui s'appelle CoinMarketCap. Ok, tu vas sur Google, tac, tu tapes CoinMarketCap, donc CoinMarketCap, il est là, bim. Tu prends, et c'est un peu la Bible des crypto-monnaies, un peu le Wikipédia des crypto-monnaies, et tu as plein d'infos, plein de trucs, plein de classements, etc. Donc tu vois chacune des cryptos avec son classement, son prix actuel, donc le Bitcoin est à 65 000 $. Sur 24 heures, tu vois, il a fait 5%. Et donc ça secoue un peu, mais en vrai, c'est une journée classique, alors que si tu fais 5% sur le CAC 40, c'est une crise. Tu vois. Et sur 7 jours, il a fait plus 6%. Le market cap, qu'est-ce que c'est? C'est la capitalisation totale de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la valeur totale de tous les bitcoins en circulation et ou d'autres crypto-monnaies. Bah là, il est à 1200 milliards de dollars. OK? Et donc, tu vas voir les crypto-monnaies. Aujourd'hui, celles du top 10 sont essentiellement des cryptos, on va dire, qui ont des chances et qui ont de plus en plus de chances d'être là encore dans 5 ans, dans 10 ans, et où la volatilité est moins importante. Okay. C'est-à-dire que là, si tu vois sur le top 24 heures, voilà, là on est dans une journée qui a un peu secoué, on est le 11 novembre, il y a des journées qui ont un peu secoué, donc là on est sur un moins 7%, etc. Mais si tu descends, tu vois, là tu as des moins 10. Et plus tu vas descendre, plus tu peux avoir, tu vois, des plus 14. Tu vois, plus tu peux avoir des... tu vois, bon, là, on va pas tous les faire, mais en gros, tu as de la volatilité et tu peux avoir des très, très gros mouvements. Et quand le Bitcoin va perdre 5%, les cryptos du top 200, par exemple, vont perdre 10, 20, 30, 40%. OK? Donc ça, pour moi, les cryptos du top 10, c'est un peu comme si tu achetais des actions de type, je sais pas, moi, tu achètes du Orange, du Total, du Nike, du, je sais pas, moi, du Unilever, etc. C'est des trucs qui sont gros. Tu n'es pas sûr que ça va exploser à la hausse, mais normalement, tu risques pas de faire des moins 80, moins 90%. Plus tu vas descendre, plus tu vas aller sur des, ce qu'on appelle des mid-cap. Okay, donc, capitalisation moyenne. Et tu as compris, plus tu descends, plus tu as la possibilité d'avoir des gains potentiels. Pourquoi? Parce que l'erreur que font les gens, c'est que les gens regardent le prix d'une crypto-monnaie. Okay, donc par exemple, ils se disent, tiens, Ethereum, il a 64 000, Cardano, il a 2 $. Donc ça veut dire que quand le Cardano sera aussi gros que le Bitcoin, je vais faire un fois 30 000. Mais c'est impossible. Okay, pourquoi? Parce qu'il faut regarder la capitalisation totale. Et donc l'argent qui est en circulation, c'est quoi? La capitalisation, allez, on va te refaire une petite formule. La capitalisation, c'est quoi? C'est le nombre de tokens, donc de crypto en circulation, fois le prix. Okay, et donc, ici, le Bitcoin, il y en a 21 millions, donc fois 60 000 $, et ben on arrive à environ 1200 milliards. Ok, 1200 milliards. Ok, mais Cardano, qui a 33 milliards, donc ça fait 33 millions, non, 33 000 millions de pièces, fois ces 2 $, tu comprends très bien qu'il ne peut pas aller à 60 000 $. Et du coup, l'erreur, c'est pas ce que tu dois faire quand tu veux investir dans une crypto, c'est pas de regarder le prix, mais de regarder la capitalisation. Et de se dire, OK,
moi, quand je vais prendre un projet qui est intéressant, ben, je vais regarder la capitalisation et me dire, OK, est-ce qu'il a un potentiel? Je regarde par exemple la capitalisation d'un projet équivalent, OK? Et de me dire, OK, est-ce qu'il a le potentiel pour aller plus haut? Par exemple, Solana, Solana qui est une blockchain, OK? Et qui, on va dire, est là pour faire concurrence à la blockchain Binance ou la blockchain Ethereum, OK? Solana, c'est une des cryptos qui a fait le plus d'explosion aujourd'hui, enfin cette année, et qui a eu des croissances les plus fulgurantes. Ça veut dire que si tu prends le market cap et donc le prix, au final, ça revient au même. Le market cap, on va mettre en janvier. Donc, tac, janvier 2021, il était à 900 millions, ok? Et aujourd'hui, il est à 70 milliards. Donc, elle a fait x70, x80 environ. Et donc, le prix aussi a fait x70, x80. Donc, une personne qui avait mis 1000 euros ici en janvier, elle avait à la fois 80 000. Mais quand tu vois le market cap de Solana aujourd'hui, bah, tu te dis, OK, il est à 72 milliards. Donc, il y a 72 milliards d'euros, enfin 72 milliards de dollars qui sont dans cette crypto-monnaie-là. Oui, peut-être qu'elle peut faire x3, et donc passer ici dans le top 3, mais probablement qu'elle ne fera pas x10 à court terme, parce que l'Ethereum qui est là depuis des années, etc., est que à 500 milliards. Et donc, il faudrait que l'Ethereum passe à plusieurs milliers de milliards pour que Solana soit à 700 milliards. Ok? Et donc, quelqu'un qui pense que Solana va faire x20, c'est quelqu'un qui pense que Solana sera plus grosse que ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Ethereum est plus gros que ce qu'était le Bitcoin en 2016, mais il faut savoir raison garder, donc il faut regarder la capitalisation de tous les projets. Okay? Et donc là, quand tu es sur les cryptos du top 30, donc mid-cap, on va dire jusqu'au top 30, top 40, ok? Et bah, tu es sur des cryptos qui ont des projets. Il y a juste deux anomalies dans ce top 40, qui sont le Shiba et le Doge, qui sont à la base des blagues, okay, qui sont à la base des mêmes coins, et donc, qui sont à la base des mêmes coins, et on va l'écrire ici. Donc, à la base, c'est des mèmes. Okay, tu connais les trucs des mèmes, des trucs qui font rire, les blagues, etc. Donc, c'est des mêmes coins qui, à la base, sont censés être tout en bas de la pyramide et qui ont réussi à monter très très haut et qui aujourd'hui, le Shiba vaut plus que des sociétés comme le Crédit Agricole. Ok? En 1 an et demi. C'est extraordinaire, mais c'est la réalité. Mais sinon, sur les autres, c'est toujours des projets. Tu peux à chaque fois cliquer, te dire, oh, ok, Avalanche, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une blockchain. Tiens, Algorand, qu'est-ce que c'est? Tiens, VeChain, ah, tiens, on va aller cliquer, on va regarder. Tu peux aller voir sur le site, voir ce que c'est. Tu peux voir un peu la courbe. Je te conseille à chaque fois de dézoomer sur la courbe pour voir la tendance globale, tu vois. De dire, OK, où est-ce que je peux l'acheter? OK. Et en fait, là, on va arriver sur une autre explication. C'est où est-ce que tu achètes ces cryptos-là? OK. Toutes ces cryptos-là, du top, top 200, top 300, elles vont être, quand tu cliques sur market, elles vont être sur des échanges. OK, des échangeurs centralisés. Un échangeur centralisé, c'est par exemple, là, tu vois écrit Binance, Binance US, KuCoin, etc., etc. Un échangeur, c'est... Je vais te faire un petit schéma pour t'expliquer le fonctionnement de la blockchain. Le fonctionnement de la blockchain, c'est quoi? C'est, toi, tu es là, tu veux envoyer de l'argent à une amie, tu as la blockchain, on va dire ce registre, ce réseau, ce truc qui est un peu dématérialisé, ok? Normalement, toi, tu envoies de l'argent. En fait, tu envoies de l'argent ici, la transaction passe par la blockchain et ça arrive chez elle. Ok? Aujourd'hui, parce que c'est compliqué, parce que ça demande un peu de technique, parce que les gens ont besoin d'outils, etc., tu as des intermédiaires, donc des échanges centralisés, centralized exchange, ok? Donc je vais te l'écrire ici. Donc centralized exchange, c'est des trucs comme que tu as peut-être déjà entendu, comme Binance en anglais ou Binance en bon français, Kraken, FTX, Coinbase, etc. etc. Ok? En fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu ne vas pas envoyer ton argent sur la blockchain, tu vas envoyer ton argent sur
sur l'échangeur centralisé. Lui, il veut par exemple acheter. Par exemple, imaginons que lui, voilà, c'était ça l'exemple. Lui, il a un Ethereum et tu veux le vendre. OK? Et ben en gros, toi, tu vas acheter ça sur la plateforme, donc tu vas déposer par exemple 4000 dollars et dire je vais acheter l'Ethereum. Lui, il va vendre son Ethereum ici. Donc, il va faire rentrer un Ethereum. Il va prendre 4000 dollars. Et du coup, ça, c'est, on va dire, un intermédiaire de confiance. OK? Donc, c'est les échanges centralisés. Ça fonctionne ni plus ni moins comme un broker en actions, comme Boursorama pour acheter des actions, comme Interactive Broker ou comme DeGiro pour acheter des actions. OK? C'est exactement de la même manière. Tu as quelqu'un de centralisé. Et du coup, les puristes de la blockchain vont te dire, bah, en fait, à la base, la blockchain, c'est pour avoir quelque chose de décentralisé où on s'affranchit du contrôle des banques, etc. Et là, tu repasses par un exchange, donc c'est pas toi qui possèdes tes crypto-monnaies, mais c'est lui. Et comme c'est Binance qui possède tes crypto-monnaies, si demain Binance ferme, ils peuvent prendre tes crypto-monnaies en otage. C'est vrai que c'est pas 100% dans l'esprit de la blockchain de passer par des échangeurs centralisés, mais c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est quand même beaucoup plus simple, et c'est quand même beaucoup plus intuitif de passer par des sites qui sont voilà, pignon sur rue, qui pèsent des centaines de milliers de millions de dollars, ou je sais pas combien ils pèsent, tu vois, et tu passes par un truc qui ressemble à peu près à un carnet d'ordre de bourse avec les ordres, tu peux mettre un prix au prix que tu veux, c'est-à-dire que là, moi, l'Ethereum, il est à 4007. Moi, si je veux en acheter un à 4005, bah, je vais mettre le prix et je vais attendre que l'ordre y passe. Si je veux le vendre à 5000, bah, je mets 5000, je mets un Ethereum et j'attends que ça passe. Et si ça y va, ça y va. Si ça y va pas, ça ira pas. Mais en gros, je peux faire entre guillemets du trading classique. Ok? Alors que quand il n'y a pas d'exchange et que c'est que de la blockchain, c'est que des transactions instantanées. Et on en parlera dans quelques minutes. Donc, tout ça pour te dire que, tac, on revient à notre pyramide qui va faire le truc. Donc après, tu as des low cap. OK? C'est même pas des low cap, c'est des small cap. Des small cap. OK? Les small cap, ça va être tout ce qui va être, on va dire, allez, les top 100 crypto-monnaies. Les top 100 crypto-monnaies, là, bien sûr, tu vas pouvoir avoir du potentiel, tu vas pouvoir aller faire des. Parce que tu vois, par exemple, le Bitcoin, faire un x10 sur le Bitcoin à court terme, c'est compliqué. Je te dis pas qu'il fera pas un x10 sur les prochaines années, ce qui serait quand même assez énorme, mais je me souviens quand il était à 10 000 dollars, personne ne le voyait à 100 000 dollars en disant 100 000 dollars c'est beaucoup trop loin, et là, aujourd'hui, c'est quasiment une évidence qu'il va aller à 100 000 dollars. Mais du coup, toi, ce que tu peux faire, c'est par exemple te dire, je vais aller dérouler les cryptos, et je vais aller chercher dans les petites capitalisations. Si tu remontes, tu vois, 1200 milliards pour le Bitcoin, 500 milliards pour l'Ethereum, donc ça veut dire qu'à eux seuls, ils pèsent 1700, 1800 milliards, c'est quasiment les 3 quarts de toutes les crypto-monnaies mondiales, et après ça descend vite, tu vois, là, 10e, 30 milliards, 50e, tac, 50e, 3 milliards, tu vois. Et du coup, aller regarder par exemple, et de se dire, bah ok, il y a des gens qui sont autour de cette zone-là, est-ce qu'il n'y a pas des projets intéressants, tu vois. Et par exemple, hop, KuCoin Token. KuCoin Token, qu'est-ce que c'est? KuCoin, c'est une plateforme. Et la vocation de KuCoin Token, qui est à 1 milliard, c'est de faire ni plus ni moins ce que fait Binance Smart Chain. Et Binance, aujourd'hui, pèse 100 milliards. Donc ça veut dire que le jour où KuCoin sera aussi gros que Binance, le token aura fait quasiment x100. Est-ce que ça veut dire que ça va le faire? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est sur des projets comme ça que ça peut être intéressant de se placer? Pourquoi pas? Ok? Mais encore une fois, je te rappelle ce qu'on a expliqué là. Imaginons que toi, tu as 10 000 euros. Bah, c'est peut-être pertinent de mettre 5 000 euros ici, mais c'est peut-être pas forcément pertinent de mettre 5 000 euros ici. Ok, en bas de la pyramide, et on va voir à quoi ça correspond. Donc, par exemple, toi, tu peux te dire, bah, je vais acheter du Binance, du BNB, parce que je sais que c'est en haut, c'est solide, c'est une très grosse entreprise, etc. Et si j'en achète pour 1000 euros, j'ai 1000 euros sur du Binance, bah, je vais peut-être mettre 100 euros sur 2 ou 3 concurrents de Binance en se disant, bah voilà, s'il y en a d'autres qui percent, par exemple FTX, okay, qui est aussi en très forte croissance, qui fait la même chose que Binance ici, bon bref, il y a le KuCoin, etc., etc. Et en fait, toi, quand tu déroules comme ça, tu vas arriver sur des projets qui pèsent 1 milliard, 500 millions, 400 millions, et te dire, bah, en fait, peut-être que ces projets-là,
ont un intérêt. Alors, tu vois, moi, je ne connais pas tous les projets. Je vais voir là, est-ce qu'il y en a que je connais autour des 100 millions. Tac. Donc là, tu vois, DYDX, ok? DYDX, c'est un échangeur décentralisé, ok, qui a 800 millions aujourd'hui, et qui a pour but de faire à peu près ce que fait Uniswap. Ok? Donc je ne vais pas t'expliquer, rentrer dans les détails, mais en fait, DYDX, si demain il arrive à être plus, et j'ai peur de dire une bêtise là, mais normalement je ne dis pas de bêtises, s'il arrive à peut-être avoir un meilleur marketing, avoir plus d'utilisateurs, etc. que Uniswap, bah, il peut monter à 16 milliards. Et là, tu es à 800 millions. Donc, c'est-à-dire qu'il peut encore faire un x20. OK? Pour arriver à ce niveau-là. Et en gros, il peut même aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Mais c'est des exemples de comment tu fais pour descendre dans cette pyramide et chercher des trucs. Là, depuis tout à l'heure, entre guillemets, si tu restes dans le top 100, ça peut bouger, ça peut secouer, ok? Mais globalement, tu sais que personne ne va partir avec la caisse, tu sais que les projets sont assez sérieux et c'est à toi de faire tes recherches. Après, on rentre dans, pour moi, une autre catégorie, ok, qui est la DeFi. DeFi pour Decentralized Finance, donc finance décentralisée, qui est l'équivalent du Far West. Ok? Si on reprend notre schéma sur la blockchain, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, on va supprimer cet intermédiaire de confiance et tu vas interagir directement, toi, avec la blockchain. Ok? Ça veut dire que si ton cousin ou ta sœur ou un commerçant te demande un Ethereum, ben toi, tu lui envoies directement via la blockchain. Mais le souci, c'est que si toi, imaginons que toi, tu veux acheter un truc sur un site et que entre les deux, il y a quelqu'un, par exemple, tu veux acheter un truc sur otake.com qui est mon site, ok? Mais en fait, il y a quelqu'un qui, entre les deux, parce que tu n'es pas vigilant, va acheter le otake.co et va dupliquer le site et va le mettre ici. Et toi, tu veux te connecter. Ce qui va se passer, c'est que là, tu vas envoyer ton Ethereum à quelqu'un X. On sait où il est sur la blockchain, donc on sait où il est, mais on ne sait pas qui l'a, parce que tout est transparent, mais tout est anonyme. Ok? Et donc, ça donne naissance à des centaines et des centaines et des centaines d'arnaques. Et du coup, il faut faire attention de ne pas trop aller, de pas trop s'aventurer, de ne pas penser que tu vas avoir que des belles histoires dans la DeFi. Ok? Dans la DeFi, il y a plusieurs catégories. Mais avant de te parler de la catégorie, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est sur ces zones-là où tu vas avoir le potentiel de faire des fois 100, des fois 1000, des fois 10 000. Pourquoi? Parce qu'un projet qui va naître sur la DeFi ou qui va naître... en fait, quasiment tous les projets naissent sur la DeFi. Ok? Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'un projet qui était ici et qui va monter, qui va monter, qui va monter, bah là, imagine, il fait 1 million de market cap ici, et ici, il fait 1 milliard, et bah, tu as fait un fois 1000. Ok? Mais plus, et je te le redis parce que c'est important de le dire et c'est important de le souligner, plus tu descends, plus le risque augmente, soit que les gens partent avec la caisse, soit que le projet meurt, soit que le truc ne se développe pas, soit qu'il y ait une forte volatilité. La volatilité que je t'ai expliqué là, elle est intimement liée à un autre concept qui est la liquidité. Ok? La liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est, on va dire, pour simplifier, et désolé pour les puristes, c'est l'argent en circulation disponible pour les échanges instantanés. Ok? C'est souvent corrélé au market cap, donc c'est pas équivalent au market cap, bien sûr que non. Par exemple, quand tu vas sur le Bitcoin, il n'y a absolument pas 1,2 milliard de liquidité. Enfin, il n'y a pas 1200 milliards de liquidité, mais c'est en général un petit pourcentage de trucs. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir la liquidité ici, mais je ne suis pas sûr. On va aller voir. Non. Oui, là il y a la liquidité, mais je ne sais pas en quel. C'est liquidité score. Ok, donc là c'est un score, il n'y a pas écrit la liquidité. Mais en gros, la liquidité, c'est. On va simplifier.
c'est une espèce de poche, une espèce de pool, ok, où tu vas avoir ton token ici, ok, on va dire le Otake token ou le LAMS token, ok, et ici, tu vas avoir un équivalent, c'est toujours un équivalent, donc ça peut être soit un équivalent dollar, soit un équivalent euro, soit un équivalent Bitcoin, soit un équivalent Ethereum, mais du coup, là, on va dire, c'est une paire, parce que dans les cryptos, c'est toujours une paire, tu vois, là, par exemple, tac, quand tu vois ici, tu as le prix BTC USDT. Donc c'est le Bitcoin par rapport au dollar, ok? À l'équivalent dollar, c'est pas exactement le dollar. Donc, pour simplifier le truc, on va dire que ici tu as l'USDT. Ok? USDT, qui est l'équivalent dollar dans la crypto. Donc tu as X token ici, et tu as, imaginons, 10 000 dollars ici. Ok? Donc ça veut dire que si ici tu as 10 000 tokens, eh ben, le tout vaut 10 000 dollars. Ok? Quand moi j'achète, je vais essayer de faire très très simple, parce que ça c'est un truc très compliqué, mais j'essaie de faire assez simple. Quand moi j'achète 1000 dollars de Amin Lams, et ben en fait la part de l'USDT augmente, ok? Mais pour que ça reste, il faut toujours que ça reste à 50%. Donc là, il y a 1000 dollars qui rentrent ici, ok? Mais en fait, pour rééquilibrer, il y a des tokens qui vont sortir. Donc 1000 dollars qui rentrent, et il y a des tokens qui vont sortir, ok? Et on va dire la multiplication des deux doit toujours être équivalente. Donc là, 10 000 fois 10 000, ça fait 10 millions, 100 millions. Ok? Donc la poule est toujours égale à 100 millions. Donc ça, c'est une constante. Et bien là, quand je rentre, il y a 11 000 dollars. Donc en gros, là, tu sors 9 000 tokens. Ok? Et du coup, tu fais 11 000, accroche-toi bien, 11 000 fois 9 000, ça va te faire à peu près tes 100 millions. Ok? Mais imaginons que demain, quelqu'un veut racheter tous les tokens, ok, ou vient pour doubler la pool, mais en fait, si demain tu doubles la pool et donc tu mets 20 000 dollars ici, et ben là, tu comprends bien qu'il faut sortir, donc il reste plus que 5 000 tokens, ok? Et en fait, c'est ça qui fixe le prix du token. Maintenant, pour t'expliquer ça, pourquoi je t'explique ça? C'est que plus tu descends dans la pyramide, moins il y a de la liquidité, ok? La liquidité, ici il y en a plus, ici il y en a moins. Et en fait, ce qui fait que sur une crypto qui est très, très faible, quelqu'un qui vend, par exemple, imaginons quelqu'un ici, il a des tokens, il les a achetés tout au début. Ok, il a acheté des LAMS tout au début, ou moi, Amine, j'ai mes LAMS. Aujourd'hui, donc là, le prix du token, il y a 20 000 dollars, il y a 5 000 tokens, donc je suis à 4 dollars le token. Ok, moi, je veux tout vendre. Parce que moi, je m'étais gardé 5 000 tokens à moi que j'ai offert pour Noël, etc. Si je veux tout vendre, et ben en fait, je vais devoir injecter 20 000 dollars, donc je vais siphonner ces 20 000 dollars là. Et en fait, il y aura quasiment plus de dollars. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où ici il y aura 1 dollar et ici il y aura des tokens. Et du coup, tu te rends compte que le prix du token s'est effondré. Et en fait, donc là, l'explication elle est mal faite. Pourquoi l'explication est mal faite? Parce que c'est des trucs très complexes et faire des calculs de tête, c'est galère. Mais tout ça pour t'expliquer que plus la crypto est petite, ok, plus tu peux avoir de l'impact sur le prix. Ok? Aujourd'hui, pour faire bouger le Bitcoin de 1%, il faut injecter environ 200 millions de dollars si je ne dis pas de bêtises. Mais sur des petites cryptos, parfois, avec 10 000 dollars, tu fais bouger le prix. Ok? Et quelqu'un qui, par exemple, a 1% ou 5% ou 3% du total des tokens en circulation, il peut faire un fiasco sur le prix. Ok? Il peut littéralement siphonner le prix. Et ça, c'est possible uniquement sur les petites cryptos. Aujourd'hui, personne possède 1, 2, 3 ou 5% des bitcoins. Tu vois. C'est tellement énorme que 1% des bitcoins, ça fait 10 milliards. Quoique, tu peux avoir 10 milliards. Mais en gros, personne ne va vendre 10 milliards d'un coup. En tout cas, pas comme un Mongol. En général, ce sera de manière intentionnelle pour faire bouger le cours. Tout ça pour te dire que plus tu descends, moins il y a de liquidité, plus tu arrives sur des trucs un peu Far West. Et donc là, sur la DeFi, pour faire court et pour essayer de rentrer dans les détails, tu vas avoir 3 catégories. Ok? Tu vas avoir ce que moi j'appelle des low
cap. Okay, les low cap, c'est simplement des projets qui sont trop petits pour être listés sur un échange centralisé. Parce que quand tu veux aller sur Binance, par exemple, il faut payer 1 million. Quand tu veux aller sur d'autres exchanges, il faut payer 200 000, 100 000, 500 000 dollars ou peu importe. Et surtout, il faut un volume conséquent, il faut avoir une taille conséquente, un historique conséquent. Et donc, tu ne peux pas arriver et dire, tiens, je lance ma crypto directement sur Binance, sauf si tu es un club de foot, etc. etc. Mais, ou sauf si tu as un très très gros projet. Si demain Facebook lance leur crypto, ils peuvent être directement sur Binance. Mais toi, tu n'auras aucune chance. Et donc, il faut passer non plus par un centralized, mais par un DEX, donc décentralisé exchange. Ok, un exemple de DEX que je peux te montrer, c'est PancakeSwap. Ok, PancakeSwap, c'est un truc qui est sur la blockchain de Binance. C'est le truc le plus utilisé. Enfin, en tout cas sur Binance. Là, tu vois, il n'y a plus d'outils de trading, etc. C'est moi, je veux acheter un BNB. Combien ça me coûte? Le prix est en temps réel, c'est 630 dollars. Ok, je connecte mon wallet et tac, directement, je clique. Donc là, tu vois, j'ai pas 630 dollars pour acheter parce que je garde pas beaucoup de dollars sur ce wallet-là. Donc, typiquement, c'est décentralisé et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'un projet qui est ici ne vaut rien. Parce qu'il y a des projets qui sont intéressants et qui forcément commencent petits. Par exemple, là, je vais te donner un exemple auquel je pense, un truc sur lequel moi j'ai mis un tout petit billet d'ailleurs. C'est Loud, c'est une marketplace de NFT musicaux. Ok, donc eux, ils ont lancé leur crypto. On va aller voir ça sur CoinMarketCap. Quand est-ce qu'ils l'ont lancé? Ils l'ont lancé, je crois, en septembre ou octobre, donc là, il y a quelques semaines. Tac, si on prend leur historique, tac, historique, toujours au moment ça pète, après voilà, tu as une phase de consolidation. Donc là, ils l'ont lancé le 23 septembre. Ok, et quand tu vois, eux, pour le moment, ils sont disponibles sur PancakeSwap, donc décentralisé. Ça, je ne connais pas. Et ça, c'est un échangeur centralisé, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un tout petit échangeur centralisé. Ce n'est pas encore les grosses plateformes qu'on connaît et que tout le monde connaît et sur lesquelles tout le monde est connecté. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand tu veux remonter les échelons, tu ne vas pas aller directement sur Binance. Tu vas aller sur sur les trucs qui t'acceptent. Et après, ça va apporter du volume, ça va apporter des gens et après, c'est une boucle. Ok, donc ça, c'est les petits projets. Pour être tenu au courant de ça, en général, c'est sur Twitter, sur Telegram, on entend les trucs qui vont se lancer, etc. Tu te renseignes, tu recherches, tu fais des trucs, tu dis ok, ça a l'air intéressant, je vais mettre un petit billet, je vais voir ce que ça donne. Donc là, un exemple de projet qui est ici et qui peut aller plus loin et qui peut-être va monter ici, c'est Loud. Donc comme je te l'ai dit, c'est une marketplace de musical, ok, des NFT autour de la musique, etc. Est-ce que ça va aller plus haut ou pas? Je ne sais pas. Ça a été lancé au mois de septembre et là, on va voir ce que ça a donné mois pour mois, ok? Donc là, les points verts, c'est quand moi j'ai acheté et les points rouges, c'est quand j'ai vendu. Donc tu vois, c'était pas top. Là, j'ai revendu une petite partie, mais en gros, je vais t'expliquer. Là, quand tu vois, au bout de la courbe, regarde, il a été lancé à 0,02. Ok, au bout de la ligne, je ne sais pas si tu vois le 0,02. Pareil, comment ça se passe? Tu as des potes qui te disent, tiens, regarde le truc, j'ai fait x2 en une journée, j'ai fait x3, j'ai fait x5. Et il y a un moment où moi, je me dis, tiens, je vais y aller. Donc là, je ne suis pas rentré exactement ici, je suis rentré peut-être à ce niveau-là, mais comme c'est lissé, on ne voit pas. Mais en gros, j'ai mis 250 balles qui aujourd'hui volent 136. Ok, ça s'est cassé la gueule et ça s'est bien cassé la gueule. Là, j'ai remis un billet, donc j'ai mis, il me semble que j'avais remis un autre asset peut-être sur un autre wallet. Bref, le truc fait sa vie, tu vois. Et si tu dézoomes à l'échelle, à une échelle plus longue, bah voilà, parfois ça remonte, etc. Et peut-être que dans 6 mois, dans un an, tu vois là, j'ai racheté aussi ici parce que je me suis dit, bah voilà, le truc il a bien baissé, je vais peut-être acheter. Donc là, peut-être que dans 6 mois, dans un an, ou dans 3 mois, le truc il va repartir à la hausse, ou peut-être pas. Ok, donc c'est ce type de projets qui sont entre guillemets sérieux, où quand tu vas sur le site, tu as une équipe, ou tu as des news, ou tu as des gens qui sont là, ou tu as des LinkedIn, ou tu as des trucs sérieux. Tu vois, on n'est pas sur de la blague et on n'est pas sur des projets qui normalement vont disparaître dans 2 jours. Ok, par contre, sur la DeFi, un autre modèle de crypto qu'on va appeler des shitcoins. Ok, shitcoins, en fait, c'est des tokens, c'est des cryptos qui n'ont aucune utilité à proprement dit et qui sont juste là, entre guillemets,
pour la hype. Ok, donc là, c'est essentiellement grâce à la hype que tu vas gagner de l'argent ou que tu vas en perdre. Ok, pourquoi je les ai mis les deux sur la même case, alors que celui-là est plus proche de ce dont on va parler là, c'est que ces deux-là se lancent sur un modèle de, hop, on va rentrer là, de fair launch. Ok, fair launch, c'est un lancement où, en gros, c'est censé être juste. Donc, personne n'a de crypto en avance et tout le monde arrive en même temps. Et donc, ça part très très fort. Maintenant, ça peut partir très très fort et aussi tomber très fort, ou ça peut partir très très fort et continuer. Ok, et comme les deux sont lancés en fair launch, bah, en général, les premières minutes, les premières heures sont explosives. Et les shitcoins, c'est normalement voué à faire un truc comme ça, tac, 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 et disparaître. Ok, bon, la chute, elle est un peu violente, mais en gros, ça fait ça, tac, et ça repart. Mais il y en a qui percent. Il y en a qui arrivent à monter les échelons, et aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as des cryptos qui sont des mêmes coins et qui à la base étaient des shitcoins, et comme le Shiba, qui aujourd'hui pèse 30 milliards de dollars, qui pèse quasiment l'équivalent de banques comme le Crédit Agricole, etc. Alors que le truc a été lancé il y a 1 an. Et donc, quand le truc est lancé et qu'il fait 1 million de market cap, ou même pas, ou beaucoup moins, et qu'aujourd'hui il fait 30 milliards, bah, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont fait fois 30 000, fois 50 000, fois 100 000, ou même fois 1000, tu vois. Et c'est sur ce genre d'histoire-là que tout le monde essaye d'y aller. Mais en gros, la réalité, c'est que des fair launch, moi je m'y suis intéressé, t'en as littéralement des centaines par jour. Ok? Donc ça veut dire que pour les 2 ou 3 trucs qui vont péter, comme le Shiba, comme le SafeMoon, comme le Dogecoin, etc., tu en as des centaines chaque jour qui crèvent et qui disparaissent. Et ça, il faut en avoir conscience. Je vais te montrer 2 exemples. 2 exemples que moi j'ai vécu de l'intérieur et qui peut-être m'ont intéressé. Je vais te montrer comment j'ai fait x300, enfin j'ai failli faire x300, mais j'ai fait à peu près x100, et comment je me suis fait simplement violer par la DeFi. Premier exemple, donc quand tu veux des shitcoins en général, tu vas sur un site qui s'appelle PooCoin. PooCoin, c'est des coins de merde, hein, le nom porte bien. Tu regardes un peu ce qui vient d'être listé récemment. Donc eux, c'est ceux qui payent. Ok, donc ceux-là, c'est ceux qui payent pour être présents. Donc voilà, je t'ai dit, on est sur PooCoin. Donc moi, je vais te montrer une crypto dans laquelle je suis rentré. Moi, l'été dernier, j'ai fait une vidéo complète qui détaille exactement ce dont je parle ici. Tu peux aller regarder, mais je vais te la faire assez courte. La crypto s'est lancée. Moi, je mets. Donc, tu vois, je suis rentré vraiment genre la première seconde. Enfin, les premiers instants. Je sais pas si on voit. Ok, ouais, on voit, tac. Donc là, si je clique. Alors, attends, je vais remettre le truc parce que sinon on voit pas. Désolé, 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 désolé. Tac. Ça, on peut le masquer. Et ça, on va le mettre comme ça. Ok? Comme ça, là, c'est mieux. Donc, tu vois, moi, quand je suis rentré, le truc que j'ai acheté tout au début, pour 30 dollars, aujourd'hui ça vaut encore 700 dollars. Ok, donc tu vois ici le montant, ça vaut encore 650 dollars aujourd'hui, malgré la gueule de cette courbe. Ok, donc c'est-à-dire que je suis rentré très très tôt. Donc je suis rentré assez tôt, le truc il est parti, j'ai remis un peu ici 60 dollars, j'ai remis un peu ici, et tu vois, c'est des petits montants. Ah, jamais je t'encouragerai pour aller mettre des gros montants. Ok, puis après le truc il est monté, et là j'ai commencé à retirer. Ok, 2000 dollars, 2000 dollars. 9000 dollars. Et d'un coup d'un seul, en quelques jours, et là tu vas pouvoir le constater par toi-même, en tac, en 3 jours, le truc a perdu moins 89%. Ok, moins 89% en 3 jours, ça pique. Ok, moi je suis content parce que j'ai fait de l'oseille, je suis content parce que mon truc, je m'en suis bien sorti. Finalement, là, j'ai pas racheté, mais c'est parce que c'est une erreur d'affichage, mais parce que, bref, il y avait un autre truc. Mais tu vois que le truc a continué à descendre, et même là, moi qui ai vendu là, ça continue à descendre. Ok, donc ça, c'est un truc où finalement, j'ai récupéré encore 1006, 2000, etc. Donc il y a eu de l'argent qui est sorti de mes 300 euros, et donc ça, c'était pour moi une belle aventure. Mais quand tu vois la gueule de la courbe, tu te dis, il y en a quand même un paquet qui ont perdu de l'oseille. Et ça, c'était en l'échelle de 10 jours. Hein. Ok, donc ça peut aller très très vite. Je vais te montrer un autre et je vais mettre à l'échelle de 5 minutes pour qu'on puisse voir.
allez, à l'échelle d'une minute. Ok, je vais le mettre à l'échelle d'une minute parce que c'est parti très très vite et ça c'est très très vite aussi parti dans l'autre sens. Donc ça, après avoir fait mes petits 20 000, 25 000 dollars, je me suis dit, bah tiens, je vais en faire plein, tu vois. Là, un autre lancement, un truc qui part fort, et donc ça, c'est des bâtons à une minute, ok. Donc, en gros, il fait x 500 en 3 minutes. Toi, forcément, tu arrives, tu te presses, tu es en panique, tu as les doigts moites, etc. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, ça marche pas. Au moment où ça marche, tu rentres ici. Ok. Et donc là, j'avais mis un billet beaucoup trop gros, 2400 dollars. Ok. 2400 dollars, et tu vois qu'aujourd'hui, ça vaut 23 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2400 dollars, ça vaudrait aujourd'hui 23 dollars si je n'avais pas vendu. Donc ça veut dire que tu fais un moins 99%. Tu divises par 100 de manière quasiment instantanée. C'est-à-dire que là, si tu regardes la courbe, là, c'est 3 bâtons, c'est 3 minutes. Hein, ok. Donc en 4 minutes, le bordel avait déjà fait moins 70%. Moi, je me suis dit, ok, là, j'ai acheté vraiment trop haut. J'ai acheté 29 millions de tokens. Là, j'en rajoute 20 millions pour 700 balles. Donc, comme ça, quand ça va repartir, bah, je serai plutôt pas mal. La réalité, c'est que le truc n'est jamais reparti. Et si je dézoome un tout petit peu en échelle 10 minutes, le truc a fait que de descendre. Ok. Que de descendre, de descendre, de descendre. Il y a un moment où je me suis dit, vas-y, je me barre. Et j'ai vendu et j'ai récupéré 182 dollars sur tout ça. Ok. Sur mes 3100, j'ai récupéré 182 dollars. Et le pire, c'est que ces 182 dollars valent aujourd'hui 28 dollars. Donc ça a continué de descendre. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui rentre aujourd'hui peut encore se manger des moins 50%. Tu vois. Et ça, c'est un shitcoin dans toute sa splendeur. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est pas ça. La norme, c'est pas transformer 300 dollars en 25 000 dollars. La norme, quand tu vas sur les shitcoins, j'ai envie de t'avertir, c'est ça. Ok. C'est tu rentres. Les gens, ils rentrent avec des bots, ils rentrent de manière automatique et des algorithmes. Toi, tu te fais violer. Et tu as injecté, si on reprend, si on reprend le truc, tu as injecté 2400 plus 700, donc ça fait à peu près 3100. Et encore, j'avais un autre wallet où je me suis fait violer aussi. Et tu récupères 180 dollars. Ok. En l'échelle, en l'espace de 3 jours. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Si tu n'es pas prêt à vivre ça, ne va pas. Et ne va pas sur la DeFi. Ok. Parce que la norme, c'est ça. Ok. Et donc, ça, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que c'est super important de se dire, ben, le maximum de mon oseille et le maximum de mon argent va aller sur le haut de la pyramide. Moi, aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas du tout un conseil, mais j'ai 25%, même j'ai quasiment 30% de toute ma crypto qui est sur Bitcoin et Ethereum. Ok. Après, j'ai 60-65% qui est réparti là, et qui est réparti même là d'ailleurs, et j'ai 5% qui de temps en temps va aller jouer avec les différentes cases qui sont en bas. Ok, donc la première case, c'est les faire launch. Et moi, vraiment, 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 je te déconseille de les faire et de commencer par là. Parce que oui, c'est fou. Et oui, moi, je connais des amis qui en font, entre guillemets, leur métier et qui font de l'argent. Mais globalement, tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et beaucoup de temps. Et ton pourcentage de gain est très faible. Okay, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 3 bons coups sur une centaine de fair launch. J'ai fait 3 bons coups. Ok, c'est des bons coups qui étaient vraiment bons. Mais il y a aussi des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois où j'ai perdu des 50 balles, des 100 balles, des 200 balles, des 3000 balles. 3000 balles, c'est très très rare, c'était la première fois, c'était la seule fois et la seule et unique fois. Mais parfois, j'ai perdu des 400 euros, des 500 euros. Parfois, tu passes du temps et de l'énergie et de la charge mentale pour un truc où tu mets 200 et tu sors avec 250, tu vois. Donc en fait, c'est pas pertinent. Ok. Je te conseille pas d'aller là. Par contre, il y a un truc où tu peux aller si tu vas aller dans la DeFi. C'est un truc qui s'appelle ce qu'on va appeler IDO. ICO. Ok. Tu te rappelles, on a dit que c'était un DEX, donc un échange décentralisé. Décentralisé. Ok. Et bien en fait, ce que une IDO, c'est IDO, c'est Initial DEX Offering. Ok. C'est-à-dire que c'est une offre d'émission de tokens sur la DeFi. Et en gros, pour simplifier, c'est
une levée de fonds. Une levée de fonds via des tokens. Ok? C'est-à-dire que, on reprend l'exemple de la pool de liquidité. Je vais faire une pool 10 000 tokens, 10 000 dollars. Ok? Mais en plus, avant, je vais faire une prévente de 1000 tokens. Ok? 1000 tokens que je vais vendre. Là, au début, au lancement, ils sont à 1 dollar. T'as compris? T'as compris le calcul? Et bien là, je vais vendre 1000 tokens à 0,1 dollar. Ok? Donc ça veut dire qu'au moment du lancement, ceux qui ont acheté ici ont fait un x10. Ok? En général, c'est moins que x10, mais en gros, tu peux faire un x10. Ok? Mais il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus 10 000 tokens en circulation, mais que le total en circulation sera de 11 000. Ok? Et donc, ça augmente la supply et donc forcément, ça fait baisser le prix du token à l'unité. Ok? Mais faire ça, ça permet à moi, bon là c'est des petites sommes, donc ça permet de lever 100 € pour développer mon projet, mais tu comprends bien que quand tu le fais avec des millions de tokens, ça permet, toi, avant la date de lancement et avant la fluctuation du prix, déjà de faire une prévente à un prix avantageux. Ok? L'avantage pour les acheteurs, c'est que c'est le prix. L'avantage pour toi en tant qu'entreprise, c'est de lever de l'argent. Ok? Et donc, une fois que tu as levé de l'argent, tu fais ton petit lancement. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu atterris dans la sphère des low cap, voire même directement des small caps selon combien tu as levé. Et après, tu vas monter directement les échelons. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour ton projet. Ok? Par exemple, moi actuellement, je participe à quelques ICO. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te dise auxquels je participe. Alors, juste pour petite parenthèse, parfois je vais dire ICO, donc ça c'était coin, ok, et parfois je vais dire IDO, ici c'est DEX, ok. C'est la même chose, c'est juste que le terme a changé un peu avec le temps. Mais donc moi je participe à quelques ICO. Par exemple, je vais te montrer une auquel j'ai participé récemment et qui va se lancer sur la DeFi, mais qui n'est pas du tout un shitcoin. Ok? Tu vois, par exemple, c'est un projet qui est lié à l'éducation. Et en fait, c'est un mix entre l'éducation et le métaverse. Tu vois que c'est poussé par des gens qui sont déjà sur la blockchain et par d'autres entreprises, Polytechnique. Tu vois que ce n'est pas des mecs en slip dans leur chambre qui lancent un token sans aucune vision. Tu vois que quand tu lis le white paper, donc le white paper c'est un peu la charte, pas le règlement, mais un peu la notice de cette crypto. Tu vois que c'est un projet qui finalement existe depuis des années. Ok. Donc, attends, je sais pas si on a la roadmap ici ou pas. En fait, tu vois que c'est un projet qui existe depuis des années, que c'est une startup qui a déjà levé des fonds, qui a déjà des projets, qui a déjà des produits qui se vendent. Alors, tac, est-ce qu'on va voir est-ce qu'on voit la roadmap ou pas? Tac, et à un moment, il y a un endroit où c'est écrit roadmap normalement, et tu dois avoir voilà. Donc, tu vois, eux, ils ont été lancés en 2016. Ils ont fait des produits physiques, ils ont levé des fonds. Et là, maintenant, ils lancent leur crypto. Ok, donc tu vois que c'est pas un truc qui sort de derrière le chapeau, c'est pas un truc qui va disparaître dans 6 mois, c'est un projet qui est un peu sérieux. Alors, est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'au lancement, la courbe va foirer? Ça, on ne sait pas. Mais par contre, tu sais que normalement, ils ne risquent pas de se barrer avec la caisse, qu'ils sont pas juste en train de faire une prévente pour lever 1, 2, 3 millions et disparaître. Ok? J'ai un autre projet dont je te parlerai dans une autre vidéo, c'est un projet français lancé par des personnes que tu connais peut-être, dans lequel je vais investir, et d'ailleurs dans lequel je ne vais pas forcément respecter mon allocation parce que je vais mettre plus que prévu. Mais dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à ce projet-là qui va sortir à la fin du mois de novembre et dans lequel toi tu peux investir et qui a potentiel de faire un fois 100, un fois 1000, fois 1000 je sais pas, mais en tout cas un fois 100 et fois 1000 pourquoi pas, tu vois, sur quelques années pourquoi pas. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'en parle et que je t'écrive tout ça. Donc ça c'était la deuxième étape. Désolé, le schéma devient un peu le bordel sur la DeFi, ok, des IDO. Donc tu rentres au tarif préférentiel, tu patientes quelques semaines, quelques mois, et après, eux, ils lancent au début sur des DEX, donc tu as retenu la leçon, donc sur la DeFi,
Et quand c'est suffisamment gros, il lance sur des SEX, donc des échanges centralisés. Et peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, peut-être que Winkiverse, dont je viens de te parler, sera sur Binance. Ok, peut-être pas du tout, mais en tout cas, c'est, je pense, leur objectif. Et si on regarde, tac, 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 est-ce qu'il y a écrit dans leur roadmap? En général, non, c'est pas écrit. Parfois, c'est écrit, ok, on va être listé sur tel truc. Voilà. Tac. Voilà, c'est écrit ici. Ok. Ils prévoient en janvier d'être lancés et de lancer leur token sur la DeFi, donc sur les trucs décentralisés. Ok. Et arriver sur les plateformes centralisées, ils prévoient ça pour le premier trimestre. Ok. Encore une fois, pour être sur une plateforme, il faut un projet sérieux, deux, payer, et trois, avoir suffisamment de volume et suffisamment d'intérêt pour ta crypto pour que eux se disent, ok, on va te lister sur notre plateforme. Maintenant, il reste la dernière catégorie, et on va en parler maintenant. Et en fait, la vidéo n'aura pas été plus courte que celle d'avant, mais je pense qu'elle aurait été mieux expliquée. C'est les NFT. Ok? Les NFT, c'est une utilisation particulière NFT de la blockchain. Moi, je vais pas te faire un cours sur les NFT. Dis-moi si tu veux un cours sur les NFT. Aujourd'hui, oui, on veut beaucoup de commentaires. Tu vois, la vidéo elle va durer 1h30. Je suis en train de me buter et c'est ma deuxième fois que je la fais. Donc, dis-moi dans les commentaires pour booster le référencement et aussi pour savoir si tu veux une vidéo complète sur les NFT. Moi, je vais t'expliquer rapidement ma vision des NFT. NFT, c'est non-fungible. Je ne sais pas si c'est un U ou un O, mais on s'en fout. Non-fungible token. Ok? Donc là, je ne sais pas si c'est un U ou un O, on s'en fout. C'est un NFT. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, toi, imaginons que tu vas sur Binance, ok? Tu es là, et là, il y a d'autres petits bonhommes, ok, qui sont un peu partout dans le monde. Toi, tu vends 0,1 Bitcoin, ok? Lui, il rachète 0,1 Bitcoin, ok? Donc lui, les États-Unis. Lui, il vend 0,1 Bitcoin. Toi, tu rachètes 0,1 Bitcoin le lendemain parce que finalement, tu as changé d'avis. Et lui, il est en Chine. Ok? Pour toi, tu as mis 0,1 Bitcoin, tu as récupéré 0,1 Bitcoin. Donc, à quelques frais près, c'est la même chose. Ok? Et si tu fais la même chose avec 20 euros, bah, un billet de 20 euros que tu as en Espagne ou un billet de 20 euros que tu as au Portugal ou en France, c'est la même chose. C'est 20 euros. Ok? Parce que c'est fongible et c'est interchangeable. Non-fungible token, c'est quoi? C'est chaque NFT correspond à comme si c'était 1 euro. Ok, comme si imagine si c'est une pièce de 1 euro. Donc sur la blockchain, en fait, c'est exactement la même chose pour les échanges, etc. Pour, euh, pour, euh, pour les écritures, entre guillemets, en termes de développement, c'est quasiment équivalent à une crypto-monnaie. Par contre, chaque NFT est unique. Ok? Il est unique et il n'existe qu'un seul NFT. Donc visuellement, ça peut être le même, mais algorithmiquement et en fait, chaque token est lié à une adresse qui est unique. Et c'est l'adresse de ce NFT-là. Okay, c'est comme si chaque pièce de 1 euro, en fait, finalement, chaque billet de 20 euros ont un numéro de série. Et c'est comme si les billets de 20 euros avaient des valeurs différentes selon les numéros de série. Okay, donc même si visuellement c'est les mêmes, comme le numéro de série c'est pas le même, et ben, peut-être qu'il y en a qui valent plus cher que d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des pièces qui coûtent cher. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc les NFT, qu'est-ce que c'est? Il y a deux utilisations aux NFT. Enfin, il y a plein d'utilisations. Mais aujourd'hui, tu as deux utilisations. Tu as l'utilisation connue, on va dire, de l'art, et entre guillemets l'art, voilà, et l'utilisation dans le gaming. Ok. Après, tu as d'autres utilisations, mais ça, c'est les utilisations principales aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Pour moi, le futur, il est là. Ok. Le futur, il est là. Si tu lis ça au concept de métaverse, etc., le futur, il est là. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a entendu et ce dont on a entendu parler beaucoup, c'est les NFT dans l'art. Ok? Le NFT dans l'art, qu'est-ce que c'est? C'est des images, hop, 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 des images qui sont uniques, et donc, par définition, qui sont rares, et donc, par définition, qui créent de la hype ou pas selon le marketing, et donc, par définition,
le prix peut augmenter en fonction de la rareté et en fonction de la hype, si le marketing est bien mené, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des images qui valent des centaines de milliers de dollars, parce que les gens, avant, quand ils pouvaient aller traîner sur les Champs-Élysées, etc., ils achetaient une Lambo pour avoir un signe extérieur de richesse, ok? Ou quand ils pouvaient inviter des gens chez eux, ils achetaient un Picasso. Aujourd'hui, on est confiné, les gens, ils passent la majorité de leur temps en ligne, et pour flexer en ligne et pour se la raconter, ils vont mettre en photo de profil un CryptoPunk, ok? Ça, c'est, je vais te montrer à quoi ça ressemble, par exemple, tac. Ok, là on est sur OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme principale d'échange de NFT sur le marché secondaire, donc c'est le bon coin des NFT. Sur les 7 derniers jours, c'est les CryptoPunks qui ont été le plus vendus. Là, tu vois qu'il n'y en a aucun avant. Ok, mais si on regarde ceux qui ont été vendus récemment, les CryptoPunks, ça a été vendu 142 Ethereum, donc 600 000 dollars. 250 Ethereum, c'est 1 million dollars. 210 Ethereum, c'est 990 000 dollars. Je vais les zoomer parce que peut-être que tu te dis, mais c'est quoi ces prix de ouf? Bref, j'ai trop zoomé. Bref, on est sur des prix de malade mental. Ok? Sur ce type de NFT là. Ok? Mais encore une fois, ce que tu dois retenir, c'est que aujourd'hui, tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de collections NFT qui se lancent et qui, malgré tout, décollent pas. Ok? Mais donc, tu as cette utilisation qui est sur l'art. Et est-ce que c'est une bulle aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va péter? Probablement. Mais avant de t'expliquer la bulle, je vais le noter ici pour qu'on y revienne. Ok? Je vais t'expliquer l'utilisation dans le gaming. Ok? Tu as plein de jeux aujourd'hui qui utilisent des NFT. Et du coup, aujourd'hui, tac, je vais te montrer un jeu qui s'appelle Axie Infinity. Ok? Axie Infinity, c'est des petits bonhommes que tu peux collectionner. Ils ont des actions, je crois que tu fais des combats ou je sais pas quoi. Et en fait, chaque bonhomme est unique. Tu peux acheter des terrains aussi, tu vois. Et là, tu vois, il y a des terrains qui se vendent 45 000 dollars. Ce terrain-là se vend, ok, Sales History. Lui, il a acheté 4 Ethereum, donc 4 Ethereum aujourd'hui, ça fait à peu près 16 000 dollars. Et lui, il revend 9 Ethereum. Donc lui, il essaye de faire un bon coup, mais tu as des terrains ici, 10 Ethereum, 7 Ethereum, 3 Ethereum, donc 18 000 dollars, etc. etc. Tu as des terrains, tu as des objets à vendre, tu as des personnages. Et donc, dans le gaming, tu as vraiment une utilité. C'est-à-dire que, imagine, toi, si dans FIFA, tu pouvais acheter le seul Mbappé. Imagine si dans Call of Duty, tu pouvais acheter uniquement, tu serais le seul à avoir tel ou tel accessoire ou telle ou telle arme. Ok? Imagine si dans Dofus ou dans World of Warcraft, tu pouvais acheter telle ou telle attaque, tel ou tel déplacement ou tel terrain. Ok? Et bien ça, tu peux le faire via les NFT et te dire, ben voilà, moi j'ai mon NFT perso qui me permet de faire telle ou telle attaque. Et j'ai même des NFT qui permettent d'aller dans plusieurs jeux, dans plusieurs activités, dans plusieurs plateformes différentes. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui va être intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu le film Ready Player One. Regarde-le et du coup, ça va t'initier à tout ce qui est autour du métaverse. Et imagine que dans Ready Player One, chaque accessoire, chaque arme, chaque terrain soit un NFT et tu peux comprendre vers où on peut aller, en tout cas ce qui semble assez probable. Maintenant, la question des NFT, avant de te dire est-ce qu'on peut faire de l'argent ou pas, et même c'est une question qui est même plus large que les NFT, c'est même aussi valable pour la crypto au général. Est-ce que c'est une bulle les NFT? Aujourd'hui, je pense que oui. Qu'est-ce que c'est une bulle? Une bulle, c'est quelque chose où ça devient déraisonnable, ok? Où les prix ne sont plus raisonnables, où les prix ne sont pas justifiés, ne sont pas justifiables, et où la courbe ressemble à peu près à ça, ok? Et en général, ce qui se passe dans une bulle, c'est que ça monte, et hop, ça redescend, ok? Donc je vais le faire un peu plus bas pour avoir, donc ça monte, tac, attends, hop, on va le refaire, et ça monte comme ça, et en général, ça redescend. Mais, et je pense que c'est ce qui va se passer sur les NFT dans les prochains mois ou les prochaines semaines même. Ok? Mais est-ce que ça veut dire que ça est mort? Non, ça veut peut-être dire que ça va repartir à un moment donné. Ok?
Pour illustrer ça, tu te rappelles, dans les années 2001, on a entendu parler de la bulle Internet. Enfin, les années 2000, la bulle Internet, c'était quoi? C'était, si en 99, tu lançais n'importe quelle boîte où il y avait .com dans le nom, tu levais des millions sur des slides et tu levais des millions, les investisseurs ils étaient comme des oufs, et, euh, et ça partait vraiment, vraiment à la verticale. Ok? Est-ce qu'il y a une bulle? Oui. Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont mortes? Oui. Donc là, revenons sur ça c'est la courbe du Nasdaq, ok? Mais c'est à peu près ce qu'a subi toute l'économie mondiale. Et donc là, on est en 2000, ok? Donc quelqu'un qui a investi, je sais pas, on va dire sur n'importe quelle société du Nasdaq ou sur le Nasdaq en 97, tu vois, il est à entre 97 et le pic, il a fait un x5, ok? Donc x5 en 2 ans sur le marché traditionnel, c'est extraordinaire, tu vois, ok? Mais tu peux aussi avoir tout perdu. Ok? Par exemple, quelqu'un qui est rentré ici à ce niveau-là, on va essayer de le mesurer, quelqu'un qui est rentré à ce niveau-là, à la crise de la bulle Internet, bah, il avait perdu 76% de son oseille. 76% de son oseille, ça veut dire que quelqu'un qui a mis 10 000 euros, il lui reste 2400 euros. Est-ce que c'est dramatique ou pas? Ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle il se situe. Parce que si à ce moment-là, en 2002, il a besoin de sortir de l'argent parce que, je sais pas, il a un mariage, etc., c'est chaud. S'il peut rester sur le marché et se dire je vais patienter, et ben là tu vois que, en fait, lui, il faut attendre jusqu'à 2014 quand même pour être rentable. Ok? 2014 et tu vois, la bulle Internet finalement était beaucoup plus haute qu'en 2008. Ok? Parce que finalement, même une personne qui est rentrée là, elle s'en sort pas trop mal. En 2008, pareil, crise de 2008, des mecs qui sont rentrés là, bah, il faut attendre jusqu'à 2012-2014 pour repartir. Aujourd'hui, c'est reparti. Et aujourd'hui, quand tu vois la bulle Internet, bah, à l'époque, on est ici. Ok, donc aujourd'hui, on est à peu près 4 fois plus haut qu'à la bulle Internet. On est aujourd'hui à peu près 5 fois plus haut qu'à la crise des subprimes. Ok. Est-ce que ça veut dire que le marché va s'écrouler et que les NFT, tout ce que tu as acheté aujourd'hui ne vaudra plus rien? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que les NFT vont mourir et qu'il n'y aura plus jamais de NFT dans l'avenir? Je pense pas. Et justement, plus c'est là où c'est important de faire ton allocation, si on reprend notre petite pyramide, plus tu descends ici dans la pyramide, ok, moins tu as de chances de survivre à l'explosion de la bulle. C'est-à-dire que le Bitcoin, bulle ou pas bulle des cryptos, il sera là dans 3 ans, dans 5 ans normalement, en tout cas, si le monde n'a pas explosé avant. Tu vois. Et plus tu descends, plus tu as des chances que à la prochaine purge, tu te fasses purger. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que tout ce qui monte vite peut redescendre très vite, et tous les projets qui sortent du top 100 vont se faire purger. Et il y a des projets qui étaient dans le top 100 à l'époque, et qui se sont fait purger, et qui sont pas relevés. Ok? Une purge, c'est quoi? Une purge des crypto-monnaies, une purge dans un marché, c'est un assainissement du truc. C'est-à-dire que là, ça devient tellement facile sur les NFT que tout le monde fait de l'oseille. Il y a un moment où c'est la fin de la récré. Tous ceux qui étaient là pour faire de l'oseille facile, ils vont retourner travailler. Et les gens qui sont là pour construire un truc, ils vont construire sur le long terme. Ok? Et quand tu prends, par exemple, tu prends une action comme Amazon, bah oui, la bulle a piqué. C'est-à-dire que entre mai 98 et décembre 99, tu as un petit x10, x15, mais tu as aussi un divisé par 10 dans la foulée. Ok? Et quelqu'un qui est rentré là, bah, il doit attendre quand? Il doit attendre 2009-2010 pour être rentable. Quelqu'un qui est rentré à peu près ici, on va dire à mi-hauteur, bah voilà, faut attendre 2007-2008 et après il se remange la crise de 2008 derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais par contre, quand c'est parti, c'est parti. Ok? Et Amazon qui a souffert de la crise de 2001 et pourtant aujourd'hui là, tu vois. Donc c'est ça que tu dois comprendre sur les crypto-monnaies et sur le marché en général. Ok? Pour revenir aux NFT, et ça va être un des derniers points qu'on va aborder ici, pour revenir sur les NFT, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les NFT, ce n'est absolument pas liquide. Ok? Donc, la liquidité sur les NFT n'existe pas. Ok? Enfin, c'est pas liquide. Ça veut dire quoi? Donc, moi, sur le Checkcoin, par exemple, là, ici, quand j'ai vendu au top, dis-toi qu'il y a une personne qui a acheté. Ok? Il y a des personnes qui ont acheté ici en haut. Et bah, une personne qui a acheté ici, là, elle a perdu 97%. Ok? Mais moi,
sur ceux que j'avais en haut et que j'ai pas. En gros, moi, je suis monté de 300 à 100 000 dollars quasiment, mais j'ai pas vendu en haut, donc j'ai encaissé à peu près 25 000 dollars sur le chemin. Moi, ce qui me reste aujourd'hui, je peux les revendre. Ça veut dire que aujourd'hui, il suffit de cliquer sur Trade, tac, je vais mettre tous mes Bitcoin et je les mets en euros, en dollars, tac, je récupère 275 dollars et c'est parfait. Ok? Je peux faire ça. Mais si j'ai un board app, et ben en fait, il n'y a pas de liquidité. Tu vois là sur le Bitcoin par exemple, il y a 390 000 dollars de liquidité. Ok, c'est à gauche ici sur l'écran, je ne sais pas si tu le vois, ici, tac, 390 000 dollars de liquidité. C'est-à-dire que le petit pot commun, dedans il y a 380 000 dollars, soit en Bitcoin, soit en monnaie de Binance, BNB. Là, il n'y a pas de liquidité. Quand moi, je prends un Bored Ape et que je veux le vendre, ok, eh ben, il faut que quelqu'un veuille acheter le mien. Ça veut dire que là, moi, je mets le mien, par exemple, à 32 Ethereum, ok, avec sa petite tenue de prisonnier. Mais imagine que personne ne veut l'acheter à 32 avec sa tenue de prisonnier et que personne veut une tenue de prisonnier. Et que les gens, ils veulent soit des chemises rayées, soit des trucs, soit des machins, et personne veut celui-ci parce qu'il est moche. Ben, en vrai, je suis bloqué avec mon truc et je ne peux pas le vendre. Et le seul moyen de le vendre, c'est de baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, jusqu'à qu'il y ait un moment que ça parte. Mais en vrai, tu peux être aussi bloqué. C'est comme une maison, en fait. Une maison, bah, il y a un moment où tu peux pas la vendre, tu peux pas la vendre et tu peux pas récupérer l'argent demain matin. Et donc ça, il faut comprendre que c'est pas liquide et que tu peux perdre 100% de ton oseille si personne ne veut acheter ton NFT. Donc il faut faire super attention parce que il y a un truc qui est valable sur les shitcoins et sur les NFT, c'est le biais du survivant. Ok? Le biais du survivant, c'est que tu vois les projets qui marchent, mais tu vois pas les centaines de projets qui se lancent par jour et qui ne marchent pas. Ok? Et donc, je vais t'expliquer simplement le process pour moi, comment tu gagnes de l'argent avec un NFT. Le NFT, il y a plusieurs étapes. Le NFT, il y a, en gros, il faut monter la hype. Ok. Après, il y a ce qu'on appelle le mint. Le mint, c'est tu crées et tu génères ton NFT dans la blockchain. Donc, c'est la génération. C'est en gros, avant le mint, il n'existe pas. Ok. Donc, c'est la création. Et en gros, tu peux le faire sur le site web du créateur et sur le site web. Et ensuite, tu as le marché secondaire, donc qu'on va dire OpenSea, c'est une des plateformes les plus réputées. Ce qui se passe, en général, la courbe de prix, c'est quoi? Donc là, on va faire le prix par rapport au temps. Ok? Au moment du mint, le prix, il est là. Forcément, il est assez faible. Instantanément, il va passer sur OpenSea. Donc ça, c'est le prix du mint. Ça, c'est le... Ok. Sur OpenSea, le prix va monter. Et après, il va stabiliser ou il va baisser. Ok? Pour t'illustrer ça, je vais prendre un projet qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Enfin, ces dernières semaines, c'était un des plus gros projets en, comment dire, en NFT, The Mechaverse. Ok, c'est des robots, ils sont jolis, ils sont mignons, mais il n'y a pas d'utilité. C'est juste collectionner des photos de profil. Ok, après ils te disent oui, il y a une utilité, on va pouvoir faire des trucs, etc. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas trop d'utilité. Ok, aujourd'hui, le prix il est à 1 Ethereum. Ok. Moi, j'ai participé à ce truc-là en live et je l'ai vu. Ils l'ont lancé à 0,2. Ok, 0,2. Ici, instantanément. C'est-à-dire que cette partie noire n'existait même pas. Ok, cette partie noire n'existait même pas. Instantanément, j'en ai vu à 7, à 8 Ethereum se vendre directement. Et après, pendant les premières minutes, donc là, on va dire à l'échelle de 1 heure, ça s'est stabilisé entre 7 et 4 Ethereum. Ok. Et ensuite, le truc, il est descendu petit à petit. Et là, aujourd'hui, il est à 1 Ethereum. Ok, au bout de 1 mois et demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 Ethereum, à l'époque, il était à 4 000 dollars. Ça faisait 40 000 dollars. Ok. Aujourd'hui, 1 Ethereum, c'est à peu près 5 000 dollars. Ok. Mais une personne qui avait 8 Ethereum, s'il avait juste gardé ses Ethereum aujourd'hui, alors je dis des bêtises en plus, parce que 8 fois 4, ça fait 32 000. Donc la personne, elle l'a acheté en pensant payer 32 000, mais en fait, si elle avait gardé ses Ethereum aujourd'hui, elle aurait 40 000 dollars. Ok. Et la plupart des gens l'ont acheté
et j'ai vu beaucoup d'échanges entre 4 et 2 Ethereum. Et là, tu vois, il a un Ethereum. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui qui ont un Mekaverse ont perdu entre 1 et 7 Ethereum. Donc, ont perdu entre 5 000 $ et 35 000 $. OK? Pourtant, le projet est bien, le projet est hypé, etc. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre pour le mint, c'est que quand tu as 200 000 personnes, en fait, il y a beaucoup d'appelés et très, très peu d'élus. C'est-à-dire qu'en général, tu as 100 000 personnes sur le site, tu as 10 000 NFT, donc ça veut dire que tu n'as que 10% des gens qui l'ont. Et les 90% restants, ils font quoi? Ils vont l'acheter sur OpenSea. OK? Donc, si tu es là et que tu arrives à minter un projet, c'est cool. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets sur lesquels il y a de la hype, et lesquels il y a de potentiel et lesquels il y a de la plus-value, ils sont sold out en quelques minutes. Instantanément, quasiment, ils sont sold out. OK? Et donc, c'est sur cela où tu te dis, bah oui, un mec qui a acheté à 0,2 ici, il s'en fout, lui, il est toujours à x5. Oui. Mais très peu de personnes ont pu l'acheter à x2, à 0,2. Et en fait, les bons projets, ils sont sold out très très vite. Les projets où tu as du temps et qui ne sont pas sold out, pour moi, attention, c'est des projets moisis qui vont perdre en valeur et que tu n'arriveras pas à revendre. OK? Et donc, tu es dans un dilemme entre les projets que j'ai le temps de mint, ils sont éclatés, et les projets que j'ai pas le temps de mint, enfin les projets sur lesquels il y a une rentaille, j'ai pas le temps de les mint. Et donc, pour éviter ça, le seul moyen pour moi rentable aujourd'hui, en novembre 2021, d'avoir des NFT rentables, c'est d'être sur une whitelist. OK? Ou de les mint. C'est-à-dire que tu peux essayer de les mint directement sur le site, etc. Mais si tu n'as pas et si tu n'arrives pas, le mieux c'est de passer par une whitelist. OK? Donc en fait, moi le plan c'est quoi? C'est tu essayes d'être whitelisté. S'il n'y a pas, tu essayes de le minter sur le site. Si tu peux pas, moi j'achète aucun projet sur OpenSea. OK? Donc ça c'est ma vision à moi et c'est mon conseil à moi. Voilà. Whitelisté c'est quoi? C'est en gros au moment du lancement, tu vois là il y a 10 000 NFT à vendre. Ben, en fait, il y en a peut-être 500 qui sont pré-réservés à des gens. Imaginons que tu as 10 000 NFT. Bah, attends, je vais te montrer un exemple. Là, moi, je vais être whitelisté sur ce projet-là. C'est le projet d'un ami à moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est le projet NFT de l'année qui va faire vraiment, vraiment beaucoup de bruit. C'est MetaLegend. Ok, je vais faire une vidéo bientôt qui va sortir sur MetaLegend. Et du coup, ça, tu vas pouvoir le minter sur le site dans 12 jours. Donc c'est, je crois que c'est le 24 novembre. Ok, au moment où je tourne la vidéo, donc c'est le 24 novembre. Ok, mais tu as une partie des gens qui sont whitelist, donc il y en a 1000. Parmi les 12 000 NFT, il y en a 1000 qui sont réservés, qui sont en pre-sale. Et moi, je fais partie de la whitelist, ok, pour plusieurs raisons. J'ai gagné ma whitelist. Du coup, moi, je ne vais pas avoir besoin de me battre avec les gens pour l'acheter. Donc, je vais avoir ma whitelist et je vais l'acheter. Je vais l'acheter 0,3 Ethereum, donc ça fait à peu près 1500 balles. C'est un petit billet, mais normalement, rappelle-toi de la courbe, comme j'arrive là, potentiellement, il y a un gain à faire et un potentiel gain à faire. Et en plus, franchement, connaissant la personne qui développe le projet, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense que le projet reste intéressant. Ok? Donc, en fait, moi, le conseil que j'ai envie de te dire, si tu as envie d'aller sur des NFT, essaye d'être whitelisté. Sinon, c'est vraiment du casino. Et n'oublie jamais que tout ce qui monte très vite peut descendre très vite. Et voilà. Donc là, on va terminer la vidéo. J'aurais fait encore plus long que l'autre vidéo. Par mes conseils. Ok? Mes conseils qui sont intéressants. Ok? Et qui vont t'aider et qui vont te permettre de, je l'espère, de survivre dans ce monde impitoyable. Premier truc, c'est tous les termes que tu n'as pas compris dans la vidéo, tu peux faire une recherche. Il y a une barre de recherche juste en haut là sur YouTube. Tu tapes tous les termes que tu n'as pas compris, tu essayes de te former. Ok? 2, d'y aller petit à petit. Ok? Le all-in, c'est mort. Ok? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me dis, Amine, j'ai 10 000 € à investir dans les cryptos, en fait, imaginons que ça fasse ça. Et d'ailleurs, les cryptos, ils ont fait ça. Attends, je vais le remettre ici, un cycle propre. Crypto, ils ont fait
une petite montée en 2013, tac, crash, une montée en 2017, crash, une montée en 2021, qu'est-ce qui va se passer derrière, à ton avis? Ça va redescendre. Ok? Donc on ne sait pas où ça va redescendre, mais ça va redescendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre ici, donc décembre 2017, et ici, il y a en décembre 2018, par exemple, sur le Bitcoin ou sur Ethereum, tu as moins 90%. Ok? Donc ça veut dire que tu mets 10 000, il te reste 1000. Mais entre ici et ici, il y a un x3. Entre là où on est aujourd'hui, il y a un x3. Ok? Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on est là, ou si on est là, ou si on est là. Ok? J'ai aucune idée de où est-ce qu'on est. Moi, je pense qu'on est plutôt vers là, mais je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que si toi aujourd'hui tu me dis Amine, j'ai 10 000 euros à mettre sur Ethereum, ou 10 000 euros à mettre en crypto, ben, je vais te dire, bah mets un peu ici, et après tu remets un peu dans un mois, et après tu remets peut-être dans un mois, tu remets peut-être un peu dans un mois, et en fait si la courbe fait ça, et que à l'échelle d'un cycle ça repart comme ça, bah en fait, si on est là, et que tu as fait all-in, bah c'est chaud. Mais si on est là et que tu n'as pas fait all-in et que tu as mis genre 7000 euros, et que là tu peux remettre 1000 et là tu peux remettre 1000, bah en fait quand on sera au même niveau, tu seras en positif. Et donc c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire averaging. Ça veut dire en gros moyenner le prix du dollar. Et donc en fait, si tu mets toujours la même somme à des intervalles réguliers, tu arrives à avoir un truc moyen. Donc moi je te dirais de y aller petit à petit et de ne pas essayer de trader. Ok? Deuxième chose, c'est attention à tes émotions et à ta volatilité. Ok? Volatilité. Parce que, encore une fois, plus tu descends dans la pyramide, plus il y a de la volatilité. Ok? Et c'est-à-dire que on n'est vraiment pas habitué à perdre des 20% dans une journée. Ok? C'est-à-dire que si tu mets 10 000 euros et que demain tu perds 1000 euros ou 2000 euros sur la même journée, je te garantis que ça va piquer, même si tu sais que ça va remonter ou même si tu espères que ça remonte, ça peut piquer. Ok? Donc ça, il faut faire attention à la volatilité. Et donc, pour réduire la volatilité, moi, des conseils, c'est vraiment plus d'être sur du long terme et ne pas essayer de faire du trading à court terme et de se dire, bah tiens, comme je sais qu'il y a de la volatilité et que la courbe, elle fait ça, et ben moi, je vais essayer de faire le malin à acheter ici, vendre ici, acheter ici, vendre ici, et faire ça. La réalité, c'est que très souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter là quand il y aura de l'enthousiasme, tu vas vendre ici quand tu vas paniquer, quand ça va repartir, le train il va repartir, tu vas dire ah putain, tac, et tu vas racheter là, et en gros, en fait, tu vas faire de la merde. En gros, tu vas faire de la merde, et alors que si tu avais simplement gardé tes trucs sur le long terme, et là, tu aurais fait un x2, un x3, un x5, un x10, peu importe. Ok? Donc, fais pas le trader au quotidien. Est-ce que sur l'échelle d'un cycle, c'est-à-dire un mec était là en 2017 et qui a vendu et qui est parti faire autre chose et qui est revenu en 2020, est-ce qu'il a eu raison? Je pense que oui. Tu vois? Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis plus dans une phase de je vends des cryptos que j'achète des cryptos. Ok? Donc, moi, je suis plus dans une phase de j'attends le bon moment où je le sens pour vendre, pour encaisser ma plus-value ici, encaisser mon oseille, et attendre de voir sur quoi je mets mon argent. Ok? Donc, vraiment, sois plus sur l'optique long terme. Autre conseil, prends des profits. Ok? C'est-à-dire que oui, on veut tous le x1000, le x100, le x500, mais la réalité, c'est que quand tu fais x2, x3, au moins retire l'argent que tu as mis. Ok? Si je te montre, moi, pourquoi j'ai vendu très tôt sur le Bitcoin, par exemple, c'est que moi, je savais la courbe à quoi elle allait ressembler. Et si tu vois, là, il y a des premières transactions, même la même journée, là on ne les voit pas parce qu'on est à l'échelle d'une heure, mais la première heure, j'ai revendu. Ok? C'est-à-dire que la première heure, j'ai revendu, parce que j'ai mis 300 dollars, une heure après, ça valait 1500 dollars. Bien sûr, j'ai revendu, tu vois. J'ai revendu une partie.
parce que j'ai récupéré au moins mes 300 dollars très très tôt. Et je ne sais pas si je peux le voir ici, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu vois, j'ai acheté à 20h03, 20h04, 20h05, 20h06. À 20h36, j'ai fait une transaction, parce qu'en fait, tu as plusieurs transactions, où j'ai récupéré. En fait, ça, c'est une seule transaction, là, à 20h36, où j'ai récupéré je ne sais plus combien. Et d'ailleurs, j'en ai refait une autre à 20h50 où j'ai récupéré. OK. Et en gros, je ne savais pas que j'avais vendu deux fois. J'ai vendu deux fois le premier soir. Bref, tu vois, moi, j'ai vendu directement pour récupérer mon oseille en me disant, bah, le reste, c'est que du bénéf. Et du coup, toi, ce que je te conseille, c'est de faire ça. C'est de se dire, OK, moi, je rentre sur un truc, j'ai rentré là, j'ai fait x2. Par exemple, j'ai mis 1000. Ici, ça vaut 2000. Et ben moi, je vais sortir 1000 et je vais voir où est-ce que je les mets. Où est-ce que je les mets ailleurs, peut-être, etc. Et il ne faut pas avoir de regrets si ça monte là, et si ça redescend, et si ça remonte là. Parce que le regret que tu as, c'est, putain, tu as vendu là, après, tu cours après le train et tu te dis, tiens, je vais racheter là, et après, tu te manges une purge. Donc, moi, j'ai envie de te dire, fais attention. Encore deux trucs, et après, on a terminé. Un truc super, super important, c'est ton allocation. Ne mets jamais tout sur la même crypto, ne mets jamais tout au même endroit, ne mets jamais tout sur le même type d'actif. Et encore une fois, garde ce schéma en tête. Tu dois mettre le maximum en haut, le minimum en bas. Bien sûr, quand tu démarres, faire 10% sur 500 dollars, c'est dégueulasse parce que tu gagnes 50 euros et toi, tu as envie d'aller chercher des 20%, des 30%, etc. Tu peux le faire, tu peux essayer, mais la courbe, n'oublie pas qu'elle ressemble toujours à ça. Et donc, ce chemin-là, il est obligatoire et tu peux pas commencer là. Ok. Parfois, tu peux faire un bon coup qui va te ramener là, mais en vrai, ne fais jamais all-in. Jamais, jamais, jamais de all-in. Ok. Jamais de all-in sur un truc parce que bah, tu vas le regretter. C'est même pas une menace, c'est une promesse. Tu vas le regretter. Et le dernier truc, une fois que tu as fait ton allocation, dernier conseil, c'est mettre de l'argent dont tu n'as pas besoin. L'argent dont tu n'as pas besoin. Je te dis pas de l'argent que tu es prêt à perdre, on n'est pas là pour perdre de l'oseille, on est là pour en gagner, mais de l'argent dont tu n'as pas besoin. Ok. Parce que n'oublie jamais que ça ressemble à ça. Ok. Si tu fais all-in ici et qu'il y a ton mariage dans 2 mois, et que toi tu comptais te dire, bah en fait, oui, je vais mettre ici, mais ça va monter, et donc je mets 10 000 balles ici, je vais récupérer 20K dans 6 mois parce que c'est mon mariage, et que si t'es 20K, il va le 3, si t'es 10K, il va le 3K, là, t'es dégoûté. Ok. Donc ne mets jamais de l'argent dont tu as besoin pour sortir, pour vivre, pour payer tes factures. Dis-toi, ok, je vais me faire un petit portefeuille de crypto. L'argent que je mets, je ne le touche pas pendant 5 ans. Et moi, la manière dont je procède, c'est ça. C'est, je suis là, ok. Moi, j'ai mis de l'argent dans un truc crypto, ok. Et donc, dans mon wallet, et après, j'ai des valeurs, par exemple Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, etc. Là, le top dont je t'ai parlé. Ben moi, quand j'ai fait x10 sur Solana, je le remets dans mon pot crypto, donc je le remets en stable, USDT. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Mais je fais jamais le chemin de me dire, ah bah tiens, je vais aller acheter une voiture. Parce que dès que tu le sors en euros, tu prends 30%. Ok. Donc, moi, je le laisse dans mon bac crypto, je le remets. Peut-être je vais le mettre sur un truc. Après, lui va faire du bénéf, je vais le remettre en dollars, en équivalent dollars. Et après, je vais réinjecter. Peut-être que je vais réacheter de l'Ethereum, etc. Mais ne mets pas l'argent dont tu as besoin en te disant, bah, je vais aller piocher dedans pour en vivre, pour faire un revenu. Fais comme si tu étais en train d'acheter de l'immobilier, comme si tu étais en train d'acheter des terrains, et quand tu as de l'argent, quand tu as besoin d'un truc, tu ne vas pas aller prendre ton immobilier et le revendre. Ok. Tu vas te débrouiller, tu vas travailler, etc. Donc moi, je te conseille vraiment de garder cette poche-là à l'intérieur et te dire, bah tiens, quand j'ai une somme intéressante, soit sur un horizon de temps, soit tu te dis, je suis là pendant 5 ans, soit tu te dis, quand j'ai 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, je ressors, mais avant, c'est pas intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai une somme en tête, qui, tant que je n'ai pas atteint cette somme-là, ça reste en crypto, et ça tourne en crypto, et après, quand j'aurai atteint, bah, on verra bien. Ok. Donc dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, elle a été aussi longue que la précédente, plus longue d'ailleurs. J'ai beaucoup de trucs dont je vais te parler, il y a d'ailleurs une ICO dont je vais te parler là, dans quelques jours, il y a plein de trucs
Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va parler un peu de crypto là dans les prochaines semaines parce que c'est un sujet bouillant, c'est le sujet du moment et c'est le sujet sur lequel moi je passe le plus de temps actuellement en dehors de mes business. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. 1h30 de vidéo, franchement, là c'était vraiment une vraie formation gratuite. Regarde les liens dans la description, je vais te mettre d'autres conseils, etc. pour aller plus loin. Si tu as des questions, on est là et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Fais attention à toi, fais attention à ton argent. Ne fais pas n'importe quoi, encore une fois. Je te déconseille et je t'interdis de faire n'importe quoi avec ton argent. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.